Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous revoir après l'installation de l'outil de développement des jeux vidéo Unity. Donc, après l'installation, nous allons devoir créer un projet, mais juste avant, on va ensemble voir les objectifs de cette séance. Donc, euh, pour les objectifs de cette séance, on aura à découvrir l'interface de Unity 3D, ses onglets, ses menus et les outils de manipulation des objets. Découvrir les objets primitifs définis de Unity 3D, donc objets 3D, éclairage, etc. Comprendre la relation Game Object Transform. Découvrir l'élément d'application des lois physiques, donc le rigid body, et celui de la gestion des collisions, donc les colliders et les collisions. Par la suite, on va apprendre euh, la convention de la création de dossier. Donc on va voir qu'il y a une structuration bien déterminée de dossiers. Comprendre le contenu du code C# généré automatiquement. Comprendre l'ordre et l'utilité des méthodes awake, start, fixed update, update et late update. Comprendre la logique de Unity 3D, d'accès aux composants du GameObject et aux attributs de ces composants. Par la suite, on va voir comment on va utiliser et pourquoi on va utiliser le debug.log. On va comprendre aussi les types de données, par exemple le vector2 ou vector3, le quaternion, et comment les utiliser pour changer respectivement la position, dimension et la rotation d'un GameObject ou d'un objet 3D. On va devoir aussi apprendre comment modifier séparément les composants X, Y et Z des attributs position, rotation et scale avec une variable intermédiaire de type vector3 pour la position, dimension et quaternion pour la rotation. Apprendre à utiliser la méthode translate pour translater un objet par rapport à la fréquence de l'horloge de l'appareil utilisé, c'est-à-dire le PC, le téléphone portable, etc., en utilisant l'attribut time delta time, c'est-à-dire que entre deux appareils qui n'ont pas la même fréquence d'horloge, on va devoir faire en sorte qu'ils fonctionnent exactement de la même façon. Et puis on va finalement découvrir vector3.app, vector3.write, etc., etc. Donc, commençons tout d'abord par ouvrir Unity. Donc ici, vous verrez la première interface de Unity. Donc, dans la première interface, vous aurez tous vos projets sur lesquels vous travaillez. Si vous voulez créer un projet, il vous suffit de cliquer sur New. Donc ici, ce qu'on va faire exactement, c'est choisir le nom du projet. Sachant qu'on travaille sur un projet normalement qui va être similaire à la notion du jeu Pac-Man, puisque c'est un jeu connu par tous, c'est un jeu classique. Donc on va faire en sorte de créer un jeu Pac-Man en 3D. Donc ce jeu Pac-Man aura les mêmes principes qu'un jeu Pac-Man, sauf qu'il y aura d'autres choses, d'autres particularités. Donc, on va commencer à travailler petit à petit en implémentant ce qu'on a vu au fur et à mesure. Donc, on va appeler notre jeu Pac-Man. On va le situer, donc on le situe. On va choisir le template. En fait, le template ici, c'est par rapport au jeu. Donc, ça va être un jeu 2D, 3D, 3D High Definition, etc. Donc nous, puisque c'est un jeu 3D simple, donc on va choisir 3D. On peut ajouter ce qu'on appelle des asset package, mais on va laisser ça comme tel. Et on va créer notre projet.
Donc, une fois que le logiciel est ouvert, donc vous vous trouverez sur cette interface-là. Donc, cette interface-là est relativement simple et intuitive. Donc, par rapport à ce compartiment-là, tout ce que vous aurez, donc c'est la liste de vos GameObjects. C'est l'onglet Hierarchy. Hierarchy, pourquoi? Parce qu'on aura sûrement des GameObjects composés de d'autres GameObjects. Donc c'est une hiérarchie de GameObjects. On y reviendra par la suite, mais ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on a deux GameObjects. Un GameObject main camera, il est de type caméra, et un GameObject de type directional light. Donc, ici dans cet onglet, vous aurez donc plusieurs autres onglets. Donc le premier onglet ici, ça sera scène, puis game, puis asset store. Asset store ici, c'est pour télécharger des packages externes à votre projet que vous pourrez utiliser par la suite. Quelques exemples ici, Dynamic Bones. Il y en a des biens qui sont free et il y en a la plupart plutôt, c'est des assets payants. Par la suite, ici dans la partie scène, on aura la disposition en 3D des GameObjects par rapport à l'espace. Donc ce que vous voyez là, c'est l'espace sur lequel on travaille. Dans la partie Game, on aura la vue directe de ce que voit la caméra en temps réel. C'est-à-dire, si par exemple, je viens ici et je vais créer un 3D object, exemple un cube, voilà un cube. Donc, je vais voir au regard de la caméra. Donc vous voyez ici, on a un camera preview. Donc vous voyez que la caméra, elle voit le cube. Bien évidemment, on peut prendre les onglets et les séparer, chose qu'on ne va pas faire tout de suite. Voilà, donc la caméra, elle voit ce cube. Voilà. Donc je peux par la suite passer à l'onglet Inspector. Lorsqu'on va sélectionner un GameObject, regardez, donc la partie Inspector change. Pourquoi? Parce que en fait, l'inspector, il interprète les attributs de chaque GameObject. Donc chaque GameObject a un certain nombre d'attributs. Certains sont en commun et certains sont uniques. Le GameObject, quel que soit le GameObject, il a un transform. Donc c'est un attribut en commun entre tous les GameObjects. D'accord. Ben, donc ici, on va choisir Cube. Donc Cube, il a un certain nombre d'attributs. Il a ce qu'on appelle des composants. Les composants, donc, il a le composant Transform, Cube Mesh Filter, Mesh Render, Box Collider, etc. Donc on peut directement jouer sur les attributs à partir d'ici. Donc par exemple, je vais changer la position Y du cube. Donc vous voyez que sa position, elle est en train de changer. Je peux aussi faire une rotation sur X ou changer son scale. Je vous conseille vivement de télécharger un package, un asset, qui vous fera découvrir l'interface de Unity en faisant des exemples. C'est un tutoriel complet où vous aurez une bonne prise sur l'éditeur. Vous pouvez aussi changer la disposition par défaut de ces fenêtres-là à travers la liste déroulante layout. Donc, vous pouvez choisir celle qui vous correspondra. Donc, on va passer maintenant à notre jeu et on va commencer à créer le monde. Il faut juste comprendre une chose, c'est que lorsqu'on va créer donc des GameObjects, ce ne sont pas réellement des objets physiques. Ce sont juste
des instances créées temporairement. Donc on va les utiliser et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours sauvegarder. Lorsqu'on sauvegarde, on trouvera ici, dans cet onglet, ce dernier onglet, un onglet Project. Project, qu'est-ce qu'il comporte? Donc il comporte l'ensemble des dossiers, des sous-dossiers de votre projet. Donc dans notre projet, on a seulement le dossier scène, donc qui comporte le fichier sur lequel est sauvegardée votre scène actuelle. Donc la scène qu'on est en train d'éditer. Donc la position des GameObjects, les GameObjects, leurs attributs, leurs composants, etc. Donc il faut toujours sauvegarder son travail pour ne pas perdre l'avancement. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que il faut bien structurer euh, le projet. C'est une convention à respecter à la lettre. Donc, exemple, ici, on aura scène, on aura resources, on aura scripts, etc., etc. Donc, on verra au fur et à mesure les euh, différents dossiers sur lesquels on va travailler. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer des GameObjects. Donc, créer des objets ici et essayer de les manipuler au fur et à mesure et de voir leurs propriétés. Donc, par exemple, on va créer une sphère. Donc, on va créer une sphère. Donc, si on regarde ici les attributs de la sphère, donc la position, elle est de -2, 11, -1. Ce qu'on va faire, c'est dans les bonnes pratiques de toujours mettre à 0 ou trouver un certain repère. Ne pas laisser la position au hasard. Donc, exemple ici, on va mettre aussi la caméra à 0, 0 et puis on va la faire translater. Donc, on aura quelque chose de bien centré, bien structuré. Donc, on va commencer par la manipulation. Donc, on a vu comment manipuler un GameObject à partir de son inspector, mais vous avez aussi ici des outils. Donc, en haut à gauche. Donc, ici, la main, c'est pour faire la translation. Ici, pour faire déplacer un GameObject selon un axe bien spécifique. Donc, ici, sur X ou Y ou Z. Donc vous voyez que ça change en temps réel sur l'inspecteur. Donc on va remettre ça à 0. Ici, on a la rotation sur les trois axes aussi. Donc, voilà. On est en train de faire la rotation de l'objet, donc ça change. Ici, on aura la possibilité de faire un scale sur les trois axes ou sur tous les axes. Voilà. Et ici, on peut faire le tout en même temps. Donc, ce qu'on devra faire ici, c'est remettre le tout à 0 et le scale à 1. Donc, si on regarde euh, le preview de la caméra, donc c'est bon, c'est tout bon. Bien. Donc, ici, on a un cube. On peut aussi créer, plutôt on a une sphère, donc on peut créer un cube. On peut créer un cylindre, une capsule. Il y a pas mal d'objets, ce qu'on appelle des objets primitifs de Unity. Donc un cylindre, un plane, etc. Donc ici les différents objets qu'on peut créer. On peut les renommer. La particularité de ces objets-là, c'est la seule différence entre eux, c'est qu'ils ont
des colliders différents. On va voir par la suite ce que c'est que les colliders, mais juste ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne peut pas faire plus complexe que ça. Il faut, pour faire plus complexe que ça, passer par d'autres assets. D'accord. Il y a quelque chose aussi qui va nous être utile dans les 3D Objects, qui est le plane ou le plan. Donc un plane aura une longueur, une largeur, etc. On va tout mettre à 0. Voilà. Et on va le faire un peu descendre. Voilà. Donc de cette façon-là, on aura un plan. Donc vous remarquerez ici qu'on a des ombres sur le plane et on remarquera un éclairage directionnel. C'est le rôle de Directional Light de faire ce genre de truc. Ici, on pourra faire un disable d'un GameObject. Exemple, ici le cylindre, on va le désactiver. Donc vous voyez, sans pour autant le supprimer. Pour le Directional Light, on peut faire aussi la même chose. Ici, on n'aura plus d'ombre et on n'aura plus de lumière. Ici, on va garder le Directional Light et on va jouer sur ces paramètres. Donc juste pour voir l'ombre. Voilà. Donc les ombres ici, juste on va les voir bouger parce qu'on va concrètement changer euh, la light, donc la direction. Donc pour changer la direction, il suffit de jouer sur la rotation de la light. Donc vous voyez. Et de cette façon-là, on peut jouer sur par exemple, le cycle jour-nuit. En fait, le directional light, c'est une source de lumière qui simule la lumière du soleil. Donc tous les rayons de cette lumière-là, ils sont parallèles. Il y a d'autres types de lumière, comme la lumière, exemple, on va faire un disable sur ça. Donc pour créer une lumière, il suffit d'aller ici et de choisir Directional Light, Point Light, Spot Light, Area Light, etc. Donc ici, on va choisir Point Light. Voilà. Point Light, en fait, c'est une lumière qui va simuler une lumière d'ampoule. Donc c'est une lumière qui est en diffusion. C'est un point qui diffuse de la lumière et on peut créer une ampoule. Bien sûr, comme toutes les lumières, on peut jouer sur l'intensité. On peut changer la couleur, par exemple, on va mettre ça au rouge, etc., etc. Donc le rayon, tout ce que vous voulez. Et si on va voir la différence entre Directional Light et Point Light, réellement, ils ont dans l'inspecteur le même component qui est Light. La seule différence, c'est le type, le type. Donc, on aura Directional ou Spot. Donc, si on va créer maintenant un Spotlight, donc Spotlight, on aura un effet de spot. Donc ici, Spotlight, voilà. Donc, on va, voilà. Donc, vous voyez très bien que c'est un effet de projecteur de lumière. Donc on peut jouer sur la même chose, donc les angles, le range, le color, l'intensity, etc. Donc ici vous remarquerez que tous les objets sont statiques, sont fixes, sont figés. Donc si même on voit la lumière donc à partir de la caméra, elle est fixe, tout est fixe. Donc pour pouvoir donner vie à notre scène, il faut appliquer les lois physiques. Pour appliquer les lois physiques, on doit ajouter ce qu'on appelle un composant
qui s'appelle Rigid Body. Donc, on va sélectionner une sélection multiple sur la sphère, le cube, la capsule, le cylindre. Et on va faire en sorte, tout simplement, qu'il tombe. Donc pour cela, on peut ajouter un composant grâce au bouton Add Component. Puisqu'on les a sélectionnés les quatre, donc on va devoir ajouter le Rigid Body pour les quatre. Il suffit de faire une recherche rapide. Attention, ce n'est pas un Rigid Body 2D, c'est un Rigid Body. On verra la différence par la suite. Lorsque on ajoutera un Rigid Body, dès le moment où on fera un play, regardez ce qui va se passer. Voilà, donc les éléments ils vont tomber et il y aura du mouvement. Donc ici, on va faire en sorte de faire un remove component. On va enlever le composant sur la capsule et on verra qu'elle ne va pas tomber, contrairement aux autres objets. Voilà. Donc le rigid body, c'est un composant qui donne l'aspect physique au game object. Vous remarquerez ici que, que nos éléments ici ne tombent pas. C'est-à-dire lorsqu'ils tombent, ils ne tombent pas dans l'espace. Ils se heurtent directement au plane. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ne tombent pas? En fait, on a un autre composant ici qui est commun à ces quatre game objects, qui est le collider. Pour le cube, c'est un box collider. Pour la sphère, c'est un sphere collider. Pour la capsule, c'est un capsule collider. Pour le cylindre, donc c'est un capsule collider aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est la notion de collider. C'est une notion très très simple qui va faire en sorte de créer une enveloppe dure autour de l'objet, autour du volume. Donc ici, on va choisir par exemple le cube et on va voir ensemble le collider. Le collider, c'est la chose qui est signifiée par les traits verts ici. On peut jouer sur le collider d'un objet. Par exemple, on peut désactiver momentanément un composant. On va désactiver le collider de ce cube. Ce qui va se passer lorsqu'on va faire play, c'est que le cube va tomber puisqu'il a un rigid body, mais il va continuer son chemin sans heurter le play. C'est pour tester. Voilà, donc il a continué son chemin. Si on vérifie, il n'y a plus de cube. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on peut jouer sur ce collider. Un collider, il peut avoir un size, c'est-à-dire une taille. On va jouer par exemple sur son Y. Donc vous voyez que l'enveloppe, elle est en train de s'agrandir. Regardez maintenant, si on va faire un play, il va tomber, mais il va se heurter à cette enveloppe. Ah, on ne l'a pas réactivé, donc on va le réactiver. Voilà, donc on va le réactiver et on va faire un play. Voilà, donc regardez. C'est l'enveloppe qui tient le volume. Donc on peut jouer sur la size. Voilà.
et on peut jouer sur le centre aussi. Bien évidemment, pour avoir ce genre d'effet, il faut que le plane aussi, qu'il ait un collider. Chose qu'on va vérifier. Donc on aura ce qu'on appelle un mesh collider. Donc le mesh collider, c'est un collider, mais euh, custom, donc personnalisé, qui a quelque chose en particulier. Donc il a une forme bien spécifique sur lequel on a appliqué ce collider là qui est le plane. Donc ici, juste on va parler de la structuration du projet. Donc on aura principalement quatre dossiers principaux. Donc on aura script, scene, resources, euh, artworks et finalement prefabs. On verra plus au détail ce que veut dire ces noms. Maintenant, on va passer à la partie scripting. Donc vous voyez ici que tous les GameObjects, d'accord, ils ont l'aspect physique, mais il n'y a aucune interaction ni entre le joueur et la scène, ni entre les GameObjects eux-mêmes. Donc ce qu'on va faire, c'est créer ce qu'on appelle un script. Pour créer un script, on peut procéder de plusieurs manières. Ou on va aller au dossier script et on va créer, donc on va create C# script. De cette façon-là, on va nommer notre script, puis on va l'appliquer sur euh, un GameObject. Donc de cette façon-là, donc si on applique directement le script sur le GameObject, on va trouver le script ici comme étant un composant. Sinon, on peut procéder d'une autre manière, c'est-à-dire créer directement le script à partir du GameObject. Donc, il suffit de sélectionner le GameObject sur lequel on veut appliquer un script et on va ajouter un composant, add component, new script, et on va le nommer par exemple euh, cube script. Il faut bien respecter la structure de nommage, c'est-à-dire on doit commencer par une majuscule et entre deux mots, il faut aussi passer par une autre majuscule. Donc ici, on va ouvrir notre script. Il suffit de double-cliquer ou sur le composant script ou directement sur le fichier en question. Ce qu'il faut faire aussi avant, c'est le mettre dans le dossier script. Donc, double-clic. Ici, on aura notre éditeur. Donc, chacun est libre de choisir son éditeur. Pour moi, j'ai choisi l'éditeur Visual Code. Donc, comme vous voyez, ici, on aura un certain nombre d'appels de librairie, la déclaration de la classe CubeScript, qui, selon le langage C#, avec le deux points, signifie qu'il hérite de la classe MonoBehavior. Donc ici, par défaut, lorsqu'on va créer un script sur n'importe quel GameObject, on aura par défaut deux méthodes. La méthode start et la méthode update. La méthode start, c'est une méthode qui va s'exécuter une seule fois avant le premier rafraîchissement de la première frame. Par la suite, la méthode update, elle sera appelée pour chaque frame, donc pour chaque image rafraîchie.
Donc juste pour voir la différence entre ces différentes méthodes, donc on va juste commencer par écrire euh, donc un message simple dans la console. Donc il suffit d'écrire donc print. Ici, nous sommes dans le start. Et ici, on va mettre juste, on va déclarer une variable. Donc ici, par exemple, nous sommes dans la méthode, dans le update. On va enregistrer et on va revenir vers notre éditeur. Plutôt dans notre éditeur, voilà. Ah, il manque les points-virgules. Donc vous voyez qu'ici, s'il y a une erreur, elle va s'afficher ici dans la console. Une fois que vous enregistrez, à chaque fois, il va relire le script et il va voir si tout va bien ou pas. Donc ici, dans ce compartiment, on aura donc Project et aussi Console. On va ouvrir la console. On va faire Play. Et on va lire ce qui se passe. On va faire Pause. On aura la possibilité de faire Pause. Donc si on va monter ici, donc vous voyez que ici nous sommes dans le Start. Elle s'est écrit une seule fois. Par la suite, le reste c'est Update. On va faire ce qu'on appelle un collapse. Lorsque on va faire un collapse, c'est-à-dire qu'on va faire un regroupement des messages qui sont identiques. Donc ici 130, qu'est-ce que ça signifie? C'est que euh, ce print là, il a été écrit pendant 130 frames, puisque update, ça se fait, la méthode update, l'exécution de update, elle se fait pour chaque frame. Donc ici 130, c'est le nombre de frames qui sont rafraîchis. Donc vous voyez que c'est en train euh, de s'incrémenter. Donc ici pour les best practices, qu'est-ce qu'on doit faire? On ne doit pas utiliser le print, mais plutôt on doit utiliser le debug.log. Tout simplement parce que par la suite, on pourra faire des warnings, des erreurs, etc. Donc on aura pratiquement le même résultat. Debug.log, L majuscule. Donc vous voyez que c'est pratiquement le même résultat. Donc on va par la suite parler des autres méthodes qu'on aura à voir. Mis à part ces deux méthodes, on aura la méthode awake. Donc la méthode awake, c'est une méthode qui s'exécutera directement après l'exécution de votre jeu. Donc on va faire un debug.log ici pour voir. On va écrire nous sommes au commencement. Voilà. Aussi, on a la méthode late update. La méthode late update, c'est une méthode qui s'exécutera directement dès la fin de l'exécution de update. Donc ici, on va écrire ici fin de update. Finalement, on aura ce qu'on appelle la méthode
fixed update. La méthode fixed update, c'est une méthode équivalente à update, sauf que elle a une fréquence fixe. Le problème avec update, c'est que euh, selon le traitement qu'aura à faire votre PC, donc la fréquence de rafraîchissement des frames n'est pas stable, selon le nombre d'objets sur la scène, selon le traitement, la lourdeur, etc. Sauf que pour le Fixed Update, c'est une fréquence stable et fixe pour le rafraîchissement des images. Donc, on va essayer. Donc, ici, Fixed Update. Et on va tester. Voilà. Donc, vous voyez que ici, la première sortie qu'on aura, c'est nous sommes au commencement. Puis ici, nous sommes dans le Start. Ici, Fixed Update. Ici, nous sommes dans le Update. Et ici, fin de Update. Ici, dans la partie suivante, ce qu'on va devoir faire, c'est toucher aux composants et aux attributs des composants à partir de notre script. Pour cela, c'est relativement facile. On va ouvrir notre Cube Script et on va faire un changement. Ici, par exemple, on va toucher au composant Box Collider et on va cocher dynamiquement avec le code isTrigger. Pas la peine de savoir ce que c'est que isTrigger, on le verra plus tard, mais c'est juste un attribut parmi d'autres du composant Box Collider du GameObject Cube. Donc, vous voyez qu'il est à false. Ce qu'on va faire, c'est le mettre à true. Pour cela, on va utiliser la méthode start, par exemple, pour accéder à un composant du GameObject. Il suffit d'utiliser la méthode getComponent et de mettre le nom du composant. Ici, Box Collider. Puis, pour accéder aux attributs de ce composant, il suffit de mettre son nom. Ici, isTrigger. isTrigger. Et on va le mettre à true. On va enregistrer et on va lancer notre jeu. Donc, si on va voir ici, ça va devenir coché. Voilà. Donc, vous avez vu, ça marche. Maintenant, on va toucher par exemple la masse du composant rigid body du cube. Il suffit d'accéder au composant rigid body et toucher à la valeur de masse. Donc on va faire aussi ça dans la méthode start. Donc getComponent. Ici, on va lire le rigid body point masse égale à 20 par exemple. Voilà. Donc ici, si on vérifie la masse, donc elle est directement passée à 20. Donc ça marche. Vous remarquerez que si on change quelque chose durant l'exécution du jeu, lorsqu'on va revenir dans notre éditeur,
toutes les valeurs reviendront vers les valeurs avant l'exécution. Exemple. Ici, même si on va changer la masse manuellement à 120 par exemple, si on va revenir, ça va revenir directement à 1. Même chose pour le scale, la position, etc. Donc attention à ne pas toucher les attributs des composants lorsque vous êtes en mode play. On va supposer maintenant qu'on va devoir lire la position du cube en temps réel. Donc il suffit par exemple de l'écrire dans la console via le debug.log getComponent transform point. Donc c'est quoi l'attribut? C'est position point où on lit toute la position. Donc ça va nous sortir un vecteur 3. Donc c'est un vecteur x, y et z où on va lire tout simplement la valeur de x. Si on va sauvegarder et exécuter, on aura dans la console la position x en temps réel du cube. Donc si on va prendre ce cube et on va changer sa valeur, donc vous voyez que sa valeur elle a changé. On va maintenant passer à la partie changement de la position et du scale et de la rotation d'un game object. Donc tout simplement, on va supprimer nos debug. Voilà. Il suffit d'aller vers Update. Ce qu'il faut comprendre que par rapport aux quelques attributs comme mass, isTrigger, etc., on peut les affecter directement, leur affecter une valeur. Par contre, pour quelques autres attributs, il faut passer par des objets. C'est-à-dire, exemple, pour le transform, pour affecter une position à un GameObject, on doit passer par un objet vector3 qui aura comme attribut 3 points, donc x, y et z. Pour cela, il faut faire getComponent transform point position. On va supposer qu'on va faire une translation sur l'axe des x, c'est-à-dire faire une translation de cette façon-là. Donc on va ajouter, incrémenter ou décrémenter le x. Donc on va devoir toucher à x. On ne peut pas faire position.x égale à quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est getComponent.position égale new vector 3 de quoi? Donc on aura une valeur de x, puis y, puis z. Donc selon ce qu'on va faire, on veut faire ça c'est pour changer la position. Donc juste il suffit de faire par exemple 5 0 et 0. Cette ligne-là va nous permettre de changer la position de ce GameObject vers la position 5, 0, 0.
mais elle ne permet pas de faire la translation. Pour faire la translation, il suffit de prendre l'ancienne position de x et de l'incrémenter, par exemple, avec 0,1, par exemple. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est getComponent, transform, point position, point x, donc ça, c'est l'ancienne valeur, plus 0,1. De cette façon-là, on devra pouvoir faire notre translation. Ici, donc on doit ajouter f pour souligner que c'est un float. Voilà. Donc ici, si on va tester, donc on voit très bien que le cube il est en train de faire une translation par rapport à x. Cette méthode marche. On peut aussi, et c'est une exception par rapport aux composants, accéder aux composants directement d'un objet à partir du mot-clé transform. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les GameObjects ont au moins un composant transform. Donc pas besoin de passer par getComponent. Ça ne marche pas pour les autres composants, c'est juste par rapport à transform. Mais cette méthode n'est pas la bonne méthode à utiliser parce qu'il y a une méthode déjà prête qui s'appelle translate. Donc pour cela, on va utiliser le transform.translate. Donc ici, on pourra mettre directement x, y et z. Donc de combien de pas par image vous voulez que votre cube fait le déplacement, ou new vector 3 et avec donc un x, y et un z. Donc c'est plus simple de mettre 0,01, enfin 0,1 f, puis 0, 0. Donc on va faire la translation de 0,1 f par image. Donc ici, normalement, on devrait avoir le même résultat. Donc attention au T majuscule. Donc ici, on va tester. C'est euh, c'est le même résultat. Donc on aura le même résultat. C'est juste qu'ici, le isTrigger, on l'a effacé. Voilà. Voilà. Juste pour cet exemple, on va enlever le rigid body pour qu'on puisse voir la translation. Voilà, donc c'est la même chose. Pour éviter le genre, le sorte de lag, ce qu'il faut faire, c'est multiplier la valeur de pas fois time.delta time. En fait, cette valeur-là, elle donne le différentiel entre deux rafraîchissements de frame. Donc, il suffit ici si on veut l'avoir, donc il suffit de faire un debug.log time.delta time.
Donc ici, vous voyez que le delta time, il diffère d'un rafraîchissement à un autre. Bien que la différence n'est pas énorme, mais ça diffère quand même. Comme je vous ai dit, donc ici pour la méthode translate, on peut passer ou directement la valeur de x, la valeur de y et la valeur de z, ou passer new vector 3 de on veut faire un pas de 0,1 f, 0 et 0. Donc ça revient au même. Sauf que on peut faire quelque chose de mieux que ça. Donc, il y a ce qu'on appelle le vector3.up, vector3.down, vector3.forward, etc. Donc on va essayer de les voir. Donc directement, donc c'est avec la classe vector3.up et on va voir ce que veut dire cette valeur. Donc vector3.up, vous voyez que c'est-à-dire 0,1,0, c'est-à-dire 0 sur x, 1 sur y et 0 sur z. Ce qu'on veut faire, c'est en fait c'est une abstraction, c'est un raccourci d'écrire par exemple, on va écrire forward, vector3.forward et on va lire la valeur. Donc vous voyez, c'est en fonction de z. Donc il y a aussi le right et left, puisque on va faire le right, puisque c'est positif. Si on veut que ça soit -1, on doit mettre left. Donc point right. Et ici, on va multiplier cette valeur fois 0,1. Ça va tout simplement nous donner un résultat équivalent à la valeur du pas souhaité. Donc, ça c'est 1 fois 0,1, ça c'est 0 fois 0,1, et ça c'est 0,1 fois 0,1. Donc ça nous donne 0,1, 0 et 0, donc 0,x. Donc ici, on peut changer donc cette valeur par celle-ci. Donc on veut que notre objet fait une translation selon vector3.right, c'est-à-dire que c'est un vecteur 3 avec 1 sur x, 0 sur y, 0 sur z, qu'on va multiplier par 0,1f, et bien sûr fois time.delta time. De cette façon-là, on aura une bonne translation bien claire. Donc voilà, on aura le même résultat. On va passer maintenant à la méthode rotate. Donc on va passer maintenant à la partie rotation. Il suffit de faire transform point rotate pour changer, pour faire pivoter sur lui-même un objet. Donc rotate, on va lui passer tout simplement un vecteur 3. On va supposer que ce cube va tourner sur lui-même selon l'axe des y.
il suffit de lui passer par exemple, un vector3.app. Donc vous voyez qu'il est en train de tourner selon l'axe des Y. Pour changer sa rotation dans le, dans le style, donc une fois seulement, donc vous voyez que sa rotation elle est à 0, 0, 0, il suffit de faire un transform point rotation égale, on doit lui passer un objet de type quaternion. Quaternion. Donc ce quaternion, on doit lui passer un quaternion point error de new vector3 et on lui donne les angles qu'on veut lui passer. Par exemple, 45 ou 0 sur X, 45 sur Y et 0 sur Z. On a eu une petite erreur ici. Il suffit de passer directement un quaternion. Donc un quaternion.lr de 1 vecteur 3 avec les angles en degrés. Donc normalement on ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Donc ici on aura une rotation, voilà, directement sur 45 degrés. On vous remercie d'avoir suivi ce cours et on vous voit pour le cours suivant.